Bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo après les vacances, j'espère qu'elles ont été reposantes malgré tout. Alors on va peut-être se revoir finalement avant la fin, mais en attendant un chapitre super important, le chapitre 12 sur l'énergie en mécanique, donc approche énergétique des mouvements. Très importante, ça suit ce qu'on a fait sur les mouvements, les forces, etc., les lois de Newton. Là, on va s'intéresser à l'énergie du système, donc par exemple une balle en mouvement, etc., son énergie au cours du mouvement. Donc l'énergie, vous avez déjà commencé à voir ça en première. L'année dernière, donc énergie cinétique, énergie potentielle, on va revoir ça et on va s'intéresser aux conversions d'énergie au cours des mouvements en particulier. Donc ça commence avec une activité expérimentale qu'on fera dans la semaine, donc on fera en fin de semaine virtuellement, mais on le fera quand même, sur l'étude énergétique avec 3 situations, 3,5, il y en a une quatrième qui se rajoute, sur les énergies des systèmes mécaniques. Alors on va commencer aujourd'hui en cours avec ce qu'on appelle le travail d'une force. Alors quand on parle de travail, en général, quand on parle de travail, vous imaginez des efforts pour arriver à quelque chose, pour arriver à un objectif. Une force qui travaille, c'est pareil, ça va être une force qui fournit des efforts ou pas d'ailleurs, on va voir, pour aboutir à un objectif qui va être de faire se déplacer un système d'un point A à un point B, par exemple. Donc, on va parler de travail d'une force quand le point d'application de votre système va se déplacer. Donc, on parlera d'une force dont le point d'application qui se déplace peut fournir un travail. Et puis on va voir que ce n'est pas tout le temps le cas, on verra comment il faut que ça se déplace et comment doit être la force. Et donc une force qui travaille va avoir un impact, donc va changer la vitesse, changer l'altitude, changer la forme du système. Donc il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'une force travaille. Alors, une petite activité d'introduction sur le travail d'une force dite constante. Alors une force constante, c'est une force qui ne change jamais ni de direction, ni de sens, ni de valeur. Donc une force dont le vecteur sera toujours représenté de la même manière. Et donc cette petite activité, c'est quoi? On a un wagon ici, un wagon de train sur des rails, qui veut être déplacé d'un point A à un point B, ici. Et pour déplacer ce wagon, on a 5 personnes qui tirent à l'aide de câbles de manière différente. Alors on a ici la personne notée F1 qui tire comme ça, ici F2, F3, F4 et F5, puisque ce n'est pas tout à fait lisible. Donc je vous demande d'attribuer les phrases suivantes aux 5 personnes ici. La phrase « Je résiste »,« Je contribue comme je peux »,« C'est moi le meilleur » et « Je ne sers à rien ». Alors vous voyez qu'il y a 4 propositions pour 5 personnes, donc il y a peut-être des personnes qui auront la même phrase. Ensuite, pour mesurer justement la rentabilité d'une force, est-ce qu'elle est efficace en gros pour déplacer le wagon de A à B, on va parler de ce qu'on appelle le travail d'une force. Le travail d'une force, je vous demande est-ce que ça dépend de la direction de cette force, donc vous essayerez de me répondre. Et ensuite, vous essayerez de me trouver ici l'expression du travail de la force qui serait la plus logique. Donc quelle relation vous paraît la plus logique en fonction de ce que vous avez répondu ici. Alors il faut bien comprendre qu'une force qui travaille va permettre le déplacement, alors qui travaille correctement, efficacement, va permettre le déplacement. Donc plus le travail de la force sera important, plus normalement, ça va permettre le déplacement. D'accord? Donc ça va être efficace. Voilà. Donc là, vous allez réfléchir tout seul et puis on revient après. Alors, si on regarde, normalement, vous avez dû répondre au niveau des phrases. On voit que la personne F1, c'est celle qui tire dans le sens, alors le mouvement il va de A vers B, comme ça, donc celui qui va être en F1, évidemment, il tire dans le bon sens, dans la bonne direction plutôt, donc ça va être très efficace, parce que le travail, la force donnée par cette personne F1 va être très efficace. Donc c'est le F1, c'est moi le meilleur, ok, c'est lui le meilleur ici. Ensuite, F2 et F3, alors c'est pas optimal parce que c'est évidemment pas dans la direction de AB, mais c'est quand même pas mal. On est dans le bon sens, là on va dire. Donc ce serait je contribue comme je peux pour ces deux-là. Le F5, alors celui-là, il tire
perpendiculairement au déplacement qu'on veut faire effectuer au wagon. Alors lui, il va servir à rien du tout. Il sert à rien. Si vous tirez comme ça, la seule possibilité, si vous êtes très fort, hein, si vous appelez Hulk, c'est que vous renversiez le wagon. Mais alors, vous n'allez pas du tout le faire avancer de A vers B. Donc, ce que vous voulez, ça ne va pas marcher. Donc, lui, c'est « je sers à rien », en gros. Hein. Et le F4, alors lui, c'est complètement débile parce que il tire pas du tout dans la bonne direction. Au contraire, lui, il va empêcher le déplacement de A vers B. Alors, c'est pas l'empêchement maximum qui aurait été comme ça, évidemment, dans l'autre sens, hein, de B vers A. Mais lui, il est quand même, il résiste. Hein, il empêche le déplacement. Donc, ce serait « je résiste ». Alors, on vous demandait, donc on va donner une valeur à une grandeur qu'on appelle le travail d'une force pour essayer de quantifier ça, l'efficacité de la force par rapport au déplacement. Donc on ne va parler de travail que si on a un déplacement, si on veut déplacer un système d'un point A à un point B ou d'un certain point à un autre point. Donc déjà, s'il n'y a pas de déplacement, on ne parlera pas de travail. Et quand on a ce déplacement, voilà, on a dit que F1, c'était le plus efficace. Donc, c'est normalement la force exercée ici par F1, donc je vais l'appeler F1, justement, cette force, qui va travailler le plus. Donc, qui va avoir le travail le plus important. Et ensuite, celui qui va avoir, plutôt la force, qui va avoir le travail le moins important, ça va être, pardon, c'est pas F5, mais F4. Celle-ci, travail le moins important. Ici, normalement, on a F5 et F5, ça va être un travail nul. D'accord? Parce que lui, il ne sert à rien. Et après, F2 et F3, donc les forces qui sont exercées ici par F2 et F3, vont avoir des travaux importants, mais inférieurs au travail de F1. Alors là, je vous demandais d'essayer de trouver l'expression du travail. Alors, travail, c'est la lettre qu'on utilise en physique, c'est grand W. Donc en plus, après, vous pourrez utiliser cette abréviation pour travail. C'est le travail d'une force, c'est W de la force en question. Et on vous demandait si le travail de cette force dépend de la direction. Alors évidemment, oui. Hein. On voit que là, c'est le plus efficace. Donc c'est évidemment cette direction-là, qui est la même que AB d'ailleurs, hein, qui est la plus intéressante. Si j'ai une force qui est perpendiculaire, le travail n'est pas le même, évidemment, c'est pas efficace. Et si on a une direction encore différente, ça change. Donc oui, ça dépend de la direction. Et là, je vous demande une relation qui fait intervenir quoi? Qui fait intervenir la valeur de la force, donc constante, qui fait intervenir la longueur du déplacement, donc on va de A vers B, donc la longueur AB, et qui fait intervenir un angle, l'angle alpha. Alors l'angle alpha, c'est quoi? C'est l'angle entre la force F qui est exercée et le déplacement AB. Alors, on va un peu enlever tout ça. Donc, si je regarde la force F1, ici, et le déplacement AB, c'est ce vecteur-là. Si je prends un vecteur AB, il est là. C'est quoi l'angle entre F1 et AB? Si je prends une autre couleur, que je remets F1 ici, d'accord, on voit que l'angle entre F1 et AB, il est nul. C'est-à-dire que là, les deux vecteurs sont collinéaires. Donc F1 et AB, l'angle alpha vaudra 0. Ensuite, si je prends F5 et AB, donc je vois ici, vecteur AB, il est comme ça, F5, il est comme ça, on a un angle alpha qui vaut 90 degrés. D'accord? Alors ici, donc ça fait intervenir l'angle. Ça fait intervenir l'angle dans cette expression, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ici, ça ne fait pas intervenir l'angle. Alors pourquoi ces deux expressions-là ne peuvent pas entrer en jeu? Parce que d'abord, la première expression du travail, ce serait la valeur de la force constante, qui est la même pour les 5, hein, fois le déplacement AB. Donc ça voudrait dire que c'est le même travail pour toutes les forces. Or, on a bien dit que ce n'était pas la même chose, puisque en fonction des forces exercées, on n'a pas la même efficacité, donc pas le même travail. Pareil pour la deuxième, puisque là, ce serait un travail négatif pour tout le monde, et en plus avec la même valeur. Donc il nous reste des expressions qui font intervenir l'angle. Donc là, il faut un peu raisonner avec les angles. Alors ici, on a une expression qui fait intervenir l'angle alpha. Alors pourquoi elle ne va pas celle-là? Parce que l'angle alpha le plus grand, il est ici pour... Donc si le vecteur AB, hein, le vecteur déplacement AB, je le translate et je le mets ici. Donc c'est cette flèche-là. Hop. La force F4, elle est là. Donc l'angle alpha, le plus grand, il serait ici.
avec F4. Donc ça voudrait dire, si je prends cette expression, F fois AB fois alpha, que le travail le plus important, la force qui serait la plus efficace, ce serait F4. Et ça, c'est pas vrai puisque c'est le contraire. C'est celle qui est la moins efficace. Donc le travail devrait être le plus faible possible. Donc là, ça marche pas non plus. Donc il nous reste sinus alpha, tangente alpha, cos alpha, sachant qu'à chaque fois, on multiplie par F et AB. Alors là, il faut regarder. On a un angle alpha qui vaut 0 pour la force qui est la plus efficace, donc dont le travail est le plus important. Donc il faudrait que on ait pour alpha égale 0 la valeur la plus importante entre sin alpha, cos alpha et tangente alpha. Bah, c'est quoi? Bah, on le trouve tout de suite, parce que cos de 0, ça fait 1. Sinus de 0, ça fait 0. Donc là, déjà, ça ne va pas marcher puisqu'on va avoir un travail nul pour sinus alpha, si on prend sinus alpha. Et tangente alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Donc ça ferait 0 aussi. Donc ça ne marche pas. Donc il me reste cette expression-là. Le travail, enfin l'expression dans celle que je vous propose évidemment, qu'on acceptera de prendre, c'est que le travail de la force, ce serait la valeur de cette force fois le déplacement, fois le cosinus de l'angle entre la force et le vecteur déplacement. D'accord? Ici AB. Donc, au niveau de la correction, je vous ai fait une correction un petit peu plus détaillée, on doit trouver que le travail de la force F1 est supérieur au travail de la force F2 et F3, supérieur au travail de la force F5, supérieur au travail de la force F4, qui est celle qui travaille le moins. Et si on regarde avec FAB cosinus alpha, cosinus alpha égale 1 si je prends... donc l'angle vaut 0, donc cosinus alpha vaut 1. Donc ça nous ferait le travail le plus important, FAB, tout court. Pour F2 et F3, donc ici, là, on a un angle. Donc si je prends AB, voilà, on a cet angle-là qui est compris entre 0 et 90 degrés, donc inférieur à l'angle droit. Et ça, si vous imaginez un cercle trigonométrique, vous voyez que le cosinus de l'angle est positif. Donc, on a un cosinus positif, mais inférieur à 1, puisque 1, c'est la valeur la maximale pour le cosinus. Donc, on aurait bien un travail inférieur à FAB tout court, donc le travail pour la force F1. Pour F5, on a un angle de 90 degrés. Donc là, le cosinus est nul. Donc, ça veut dire qu'on aurait un travail nul. Et ça, c'est logique. Cosinus égale 0, donc ça nous fait un travail nul. Et puisqu'il ne sert à rien, cette force, elle ne sert à rien, on peut bien dire que son travail est nul. En gros, ça ne sert à rien. Et le dernier cas, c'est F4, donc celle qui travaille le moins parce qu'elle n'est pas efficace, au contraire, elle va même dans le mauvais sens. On a un angle qui est supérieur à 90 degrés ici, et donc un cosinus qui va être négatif. Et donc, on aura un travail négatif. Et donc, on retrouve bien l'ordre dans lequel on doit trouver l'efficacité des forces et donc leur travail. Donc, première chose à avoir en tête, c'est que le travail d'une force, ça rend compte de l'efficacité de la force pour le déplacement d'un système. On voit aussi qu'un travail peut être négatif et on vient de voir à tâtons, je suis d'accord avec vous, que l'expression valeur de la force fois la longueur du déplacement fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement, ça pourrait donner une idée du travail d'une force. Alors, au niveau de la synthèse, justement, alors attention, pour l'instant, on ne parle que du travail d'une force constante. Alors, voilà ce qu'il faut retenir. D'abord, le travail, c'est quoi? C'est une énergie, en fait. C'est-à-dire qu'elle permet le déplacement, la force, ou le contraire, d'ailleurs, on a vu. Et il y a un transfert d'énergie entre un système et un autre. Par exemple, ici, si je me remets sur mon histoire de wagon, les deux systèmes, si je prends la personne F1, c'est la personne F1 et le wagon. Et qu'est-ce qui se passe? En exerçant cette force, le système F1 va donner de l'énergie au wagon pour lui permettre de se déplacer. Et sous quelle forme il va donner de l'énergie? Sous forme du travail de la force F1. Alors c'est assez logique de penser que la personne, elle fournit de l'énergie pour tirer, donc c'est assez logique tout ça. Donc le travail d'une force, c'est une énergie. Donc qui dit énergie dit unité joule. Donc, vous avez donc transfert d'énergie grâce au travail de cette force. Alors, ce sera quoi l'expression du travail d'une force constante? Je rappelle qu'une force constante est une force qui a la même direction, le même sens et la même valeur sur tout le déplacement, donc sur tout le trajet.
Alors, d'où vient cette expression-là, FAB cosinus alpha, qu'on vient de montrer? Bah, ça vient en fait de quelque chose que vous avez vu en maths qui s'appelle le produit scalaire. Donc, le travail d'une force, de la force F, sur le déplacement AB. Alors, regardez bien comment ça s'écrit. W sur le déplacement de A vers B, de la force, donc le vecteur entre parenthèses. Et c'est le produit scalaire de cette force fois le vecteur AB. Et bah, si on développe le produit scalaire, c'est la valeur de la force fois la valeur du déplacement AB fois le cosinus de l'angle alpha entre la force F, le vecteur force, et le déplacement AB. Au niveau des unités, attention, les forces s'expriment en newton, les déplacements en mètres, et le travail est une énergie. Attention à bien retenir ça. Donc ça s'exprimera en joules. D'accord ? Alors, au niveau du vocabulaire, il y a plusieurs mots de vocabulaire à connaître. Donc d'abord, on va parler de travail. On a vu qu'il pouvait être négatif ou positif. Alors, le travail va être dit moteur si il est positif. Donc ça voudra dire quoi? Tout simplement, ça voudra dire que la force, elle favorise le déplacement. C'était le cas de F1 pour déplacer le wagon. Si la force favorise le déplacement, on dit que son travail est moteur et il sera donc positif. Ça veut dire qu'en fait, l'énergie est reçue par l'intermédiaire de ce travail et permet le déplacement. À quelles conditions sur l'angle alpha on va avoir un travail moteur? Il faut que l'angle alpha soit inférieur à 90 degrés. Sinon, ça ne marche pas. A contrario, si la force, elle s'oppose au déplacement, c'était le cas de F4 tout à l'heure, on dira que le travail est résistant, la force, elle va pas dans le bon sens du tout par rapport au déplacement. Et là, on a vu tout à l'heure que le travail sera négatif. À quelles conditions sur alpha ça se produit? C'est si alpha est supérieur à 90 degrés et inférieur à 180, mais supérieur à 90 degrés. D'accord ? Autre mot de vocabulaire très important, si jamais, on va le voir par la suite, le travail de votre force est indépendant du chemin suivi. Ça veut dire qu'on va de A à B, mais par plusieurs chemins, n'importe quel chemin. D'accord? Tout droit, on peut en prendre d'un côté, de l'autre, avec n'importe quel chemin, mais on a le même point de départ et le même point d'arrivée. Si jamais votre force le travail de cette force, ne dépend pas du chemin que vous empruntez, on dira que la force, retenez ce mot-là pour la suite, est conservative. Donc c'est le mot qu'on utilise. Alors du coup, je vous propose petite activité, petit exercice tout simple. D'abord, le travail d'une force est-il un vecteur ou bien un nombre? On va voir si vous avez compris. Le travail d'une force peut-il être négatif? Et le petit exercice, un haltérophile ici qui maintient sa charge pendant un certain temps. Il se met à trembler, à respirer plus fort car il effectue un travail physiologique. La force qu'il exerce sur les haltères travaille-t-elle? Justifié. D'accord? Alors attention, on va considérer juste que notre haltérophile, il est passé d'un point A à un point B avec ses haltères. D'accord? Et pour ça, évidemment, il y a des forces qui se sont appliquées. Et je veux savoir si les forces exercées par l'haltérophile sur l'haltère pendant le déplacement de A à B, si ces forces travaillaient ou pas. Ensuite, vous pouvez également essayer de remplir le petit tableau que vous avez en dessous, qui est un petit tableau de synthèse. Donc, je vous propose de mettre pause et d'essayer tout seul. Alors, le travail d'une force est-il un vecteur ou bien un nombre? Alors, c'est le produit scalaire de deux vecteurs. Et c'est, donc si on revient en haut, F, A, B, donc tout ça c'est des valeurs cos alpha, donc c'est un nombre, c'est une valeur. Donc c'est évidemment un nombre. Ensuite, le travail d'une force peut-il être négatif? La réponse, évidemment, c'est oui, puisque quand on a une force qui n'est pas efficace, au contraire, le travail est dit résistant et l'angle alpha est compris entre 90 degrés et 180 degrés et le cos de l'angle est négatif. Donc oui, le travail peut être négatif pour les forces qui ne vont pas permettre d'aller dans le sens du déplacement voulu. Le petit exercice, donc un haltérophile qui va monter ses haltères du point A vers le point B. Alors il y a des forces qui s'appliquent. Là, il y a un petit souci. On y va. Hop. D'accord. Il ne veut plus là. Hop. Ouais, 2 secondes. Donc, il y a deux forces qui vont s'appliquer. Donc, une force avec cette main-là, une force avec cette main-là. Donc, c'est évidemment des forces
verticale vers le haut. Et le déplacement AB, il serait comme ça. Alors, on vous demande, est-ce que cette force va travailler? Bah, évidemment, cette force, même sans faire de calcul, hein, cette force, elle permet le déplacement. C'est grâce à elle d'ailleurs que le déplacement va se faire de A à B. Donc, cette force, elle travaille, ça c'est sûr. Ensuite, au niveau de l'expression du travail, bon, si j'utilise l'expression qu'on vient de voir, le travail sur le déplacement AB, alors je vais en faire une, mais c'est la même pour l'autre. Hein, on va dire qu'il n'est pas bancal, hein, il exerce les deux mêmes forces des deux côtés avec ses deux mains. Ça serait F, scalaire le vecteur déplacement AB. Et donc, ce serait F, AB, fois cosinus de l'angle entre les deux. Donc, cosinus de l'angle alpha. Ici, qu'est-ce qu'on voit pour F et le vecteur déplacement AB? Ces deux vecteurs sont colinéaires. D'accord? Si par translation, j'en mets un sur l'autre, ils sont colinéaires, même direction, même sens. Donc, ça veut dire que l'angle alpha vaut 0 degré. Donc, ça veut dire que cosinus de l'angle alpha vaut, alors là, il faut le savoir par cœur, hein, cosinus de 0, c'est égal à 1. OK? Donc, du coup, ça veut dire que le travail, ça devient égal à F scalaire AB. Donc, c'est évidemment un travail qui va être positif, moteur. La force est efficace, évidemment, pour élever l'haltère de A à B. Au niveau d'une correction plus jolie, hein, voilà, alpha égale 0, et vous avez écrit un peu mieux, avec une plus belle écriture, ce qui se passe. Au niveau de la synthèse, alors ça c'est à connaître absolument, hein, d'accord, parce que c'est la base. Donc si on a un angle alpha qui vaut 0 degré, ça veut dire que la force F est colinéaire au déplacement, le cosinus vaut 1. Qu'est-ce qu'on va dire du travail? Ce travail, du coup, comme le cosinus vaut 1, il vaut F fois AB, donc la valeur de F fois la valeur du déplacement, et donc le travail sera positif. OK? Dans ce cas-là, on va dire que le travail est positif et qu'il sera moteur. Donc ça, absolument à connaître. Ensuite, alors un cas très particulier, mais alors il faut le connaître par cœur parce que c'est pratique, c'est quand votre force, comme le F5 là au niveau du wagon, quand la force elle est perpendiculaire au déplacement. Les deux vecteurs sont orthogonaux, le vecteur F et le vecteur AB. Oui, orthogonal, c'est le terme plutôt employé pour les vecteurs. Dans ce cas-là, si l'angle vaut 90 degrés, le cosinus de l'angle vaut 0. Dans ce cas-là, cos alpha, ça vaut 0, donc ça veut dire que le travail de la force est nul. Donc, dans ce cas-là, la force ne travaille pas. Donc, quand son point d'application se déplace dans une direction perpendiculaire à celle de la force, il n'y a pas de travail. Dernier cas particulier, mais qui est très important à connaître, c'est si l'angle entre la force et le vecteur déplacement est égal à pi 180 degrés. C'est-à-dire que là, ils ont la même direction, les deux vecteurs, mais un sens opposé. Dans ce cas-là, cos de 180 degrés, c'est moins 1. Ça veut dire que le travail, c'est FAB fois cos de 180, c'est-à-dire moins 1. Donc ça revient à moins FAB. Et dans ce cas-là, vous avez le signe main, le travail est négatif et on dira qu'il est résistant. J'abrège, hein? OK? Donc voilà la synthèse à absolument connaître. Là encore, un peu mieux. Voilà ce que ça vous donne. Vous pouvez faire pause si vous voulez compléter directement sur votre cours si vous l'avez imprimé. Alors, petites applications de tout ça. D'abord, on vous demande calculer le travail de la force exercée par un déménageur qui pousse une armoire de masse 150 kg en la faisant glisser sur un plancher sur une longueur de 5 mètres. Il exerce une force de direction horizontale et on vous donne la valeur de cette force. On vous demande si ce travail est moteur ou résistant et ensuite de le calculer évidemment. Donc première chose à faire, c'est de faire un petit schéma évidemment pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Deuxième, là vous pouvez mettre, on va faire comme ça. Donc là vous mettez pause, d'accord? Je ne fais pas d'intermède. Vous mettez pause, vous essayez de le faire seul et ensuite vous regardez la correction. Donc on y va. Donc là, on fait un petit schéma. Donc déjà, on a le sol, d'accord? On a notre armoire. Tac.
On a le déménageur. Tac, tac. Alors, le déménageur exerce une force horizontale. Voilà. Qui va permettre le déplacement de l'armoire de A. Donc, je vais mettre le point A ici. Vers B. Qui se trouvera ici. D'accord? Donc, on vous dit que AB, donc si je l'appelle AB, parce que c'est moi qui ai dit que ça s'appelait AB, ça fait 5 mètres. Ok? Et on connaît la masse de l'armoire et on connaît la valeur de la force. Alors, ce travail pour la force F est-il moteur ou résistant? Donc, travail sur AB de cette force F, bah, c'est le produit scalaire de F fois, de F scalaire AB. Ça nous donne F fois AB fois le cosinus de l'angle entre les deux. Alors, c'est quoi l'angle entre F et AB? Bah, si je translate F sur AB, on voit que les deux vecteurs sont collinéaires, même direction et même sens. Donc, l'angle vaut 0. Donc, ça veut dire que cosinus de 0, ça fait 1. Donc, on arrive à F fois AB. Donc, si je fais l'application numérique, il va falloir faire 4 10 puissance de Newton fois AB, 5 mètres. On est en mètres, on est en Newton, on est bon. Et ça va nous donner le travail en joules. OK? Donc, ça fait 4 fois 5, 20. On est à 20 10 puissance 2. Donc, on est à 2000 Newton. D'accord? 2000 joules, évidemment, pas Newton. Hein. Newton, c'est les forces. Donc là, c'est un travail, c'est une énergie. Donc 5 fois 4, 20, 10 puissance 2. Donc ça fait 2000 joules pour le travail. Ça ferait 2, 10 puissance 3. Ensuite, j'avais mal lu la question tout à l'heure, c'est calculer le travail du poids de l'armoire sur le même trajet. Alors déjà, on va tracer le vecteur poids. Alors, c'est poids évidemment de notre système, donc de l'armoire. Il est là. OK? Donc, alors là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on va exprimer le travail du poids sur le déplacement AB. Hop. Alors, ça fait P scalaire AB. Alors ça fait quoi? Ça fait P fois AB fois cosinus, alors je vais encore l'appeler alpha, même si ce n'est pas le même, hein, cosinus de l'angle entre le vecteur P et le vecteur AB. Bah, qu'est-ce qu'on voit, hein? Ça se voit tout de suite. Je peux mettre le poids, je peux le décaler un petit peu au niveau de la ligne horizontale. Bah, vous voyez évidemment qu'il y a un angle droit entre le vecteur poids et le vecteur déplacement. Donc ça veut dire que alpha vaut 90 degrés. Donc ça veut dire que le cosinus de 90, c'est 0. Donc ça veut dire que le travail du poids est nul. Et oui, on a dit que toutes les forces qui étaient orthogonales au vecteur déplacement ne travaillaient pas. C'est-à-dire que le poids ici, bah, il ne travaille pas. D'accord? Alors pour ceux qui imaginaient que le poids entravait le déplacement, bah non. Ok? Donc du coup, ça ne travaille pas. Cette force-là, elle ne va pas travailler. Voilà. On continue. Alors une autre petite application. Ah oui, juste avant la petite application, je vous montre la correction. Vous pourrez faire pause si vous voulez recopier pour que ce soit un peu mieux écrit. Donc voilà la correction écrite correctement. Évidemment, vous aurez accès à la correction écrite. Hein. Pas de problème à la fin du chapitre. On continue avec la deuxième application. Donc, vous avez un petit enfant, Sylvain, qui tire une luge en ligne droite sur une distance AB qui vaut 200 mètres. On vous dit que la force exercée par la corde, elle est représentée ici sur le schéma, fait un angle alpha de 40 degrés par rapport à l'horizontale et que cette force est constante, hein, parce que sinon on ne peut pas utiliser la formule qu'on a vue, de 45 newtons, sa valeur. On vous demande de donner l'expression du travail de la force et de calculer sa valeur. Alors, voilà, on a cette force-là, exercée sur le traîneau par l'enfant. On veut le déplacement sur un trajet AB. Alors, le trajet AB, hein, on va dire que par exemple, là, je suis au point A. Là, je suis au point B. Donc, ça veut dire que mon déplacement AB, il est là, mon vecteur déplacement. Donc, le travail sur AB de cette force F, ce serait F scalaire AB, soit F fois AB fois cosinus alpha. Je pense qu'à force, vous allez la connaître. Ensuite, l'angle alpha ici, bah, il vaut 40 degrés, on nous dit. Hein. Donc, du coup, ça nous fait cos de 40 degrés.
ok. F, on le connaît, c'est 45 newtons et AB, c'est 200 mètres. Donc, du coup, il n'y a plus qu'à appliquer. Donc, on fait le calcul. Travail du poids, c'est F, donc 45, fois AB, 200 mètres, fois cosinus de 40 degrés. Attention à mettre bien votre calculette en degrés et on arrive à ça. Alors, on arrive au final, hop, 45 fois 200 fois cos 40, on arrive à 6,9 10 puissance 3 joules. Alors, maintenant, parlons du travail du poids. Alors, deux petites activités. On va parler du travail du poids de manière spécifique parce que vous allez voir qu'il a une expression particulière. Alors, est-ce que le trajet a une influence sur le travail du poids? C'est ce qu'on va essayer de regarder avec deux petites activités. Donc, on va prendre le mouvement d'un skieur de masse petit m entre deux points A et B. Et le dénivelé, donc la hauteur entre l'altitude du point A et l'altitude du point B, est noté H. Donc, voilà ce cas numéro 1. Alors, on va le faire ensemble à l'aide d'une relation trigonométrique. Donc là, tout de suite, vous pensez cosinus, sinus, tangente. Exprimez le dénivelé H en fonction de AB et de alpha. Donc alpha, je le remets là, il est là. D'accord? H, il est ici. Et on voit un triangle rectangle. Donc là, vous voyez tout de suite que alpha étant ici, ce côté-là, là, petit h, ce sera le côté adjacent. Et AB, l'hypoténuse. Donc du coup, on voit tout de suite que c'est en fonction du cosinus de l'angle alpha, donc côté adjacent, petit h, hypoténuse, AB. Donc, on a bien la relation entre h, AB et cos alpha. Donc ça veut dire, si on répond bien, c'est le dénivelé h en fonction du reste. Donc ça fait h égale AB cos alpha. AB fois cos alpha. Voilà. Ensuite, sur le schéma tracé au point S, le vecteur poids qui s'exerce sur le skieur. Donc vous vous souvenez, le poids, il est vertical vers le bas. Donc du coup, on va avoir le poids vertical vers le bas. Désolé pour la verticalité. Hop, voilà, on a le poids P qui se retrouve ici. Le travail du poids sur le trajet AB est-il moteur ou bien résistant? Alors, évidemment, on voit que le poids P va aider au trajet, c'est-à-dire va aider au déplacement de A vers B. On voit que l'angle ici, entre le vecteur poids et le vecteur déplacement AB, c'est l'angle alpha en réalité, et cet angle est inférieur à 90 degrés. Donc on aura un travail moteur et le poids va aider. Alors, on va le vérifier en exprimant le travail du poids sur le trajet AB. Donc, travail sur AB du poids. On nous demande de l'exprimer, alors attention, en fonction de la masse, de petit g l'intensité de la pesanteur et de petit h. Donc on y va, on part du principe, et c'est le cas ici, que le poids est une force constante. Donc on peut utiliser l'expression du travail du poids du travail d'une force constante sur un déplacement AB, c'est P scalaire AB. Ce qui revient à valeur de P fois déplacement AB fois cosinus de l'angle entre les deux, ici, c'est alpha. On le retrouve ici, on a AD parallèle au poids ici, à la verticale, et on a AB ici, donc on a bien l'angle alpha qu'on retrouve ici et là. Du coup, c'est quoi la valeur du poids? C'est M fois G, donc ça nous fera M fois G fois AB fois cosinus alpha. Qu'est-ce qu'on a pour AB cosinus alpha? On retrouve petit h. D'accord? Donc, ça nous dit que le travail du poids sur le déplacement AB, c'est M, G, H. Voilà. Alors, application numérique, en remplaçant H par 1 mètre, la masse par 60 kg et l'intensité de la pesanteur par 9,81 ou 10, ça va aller plus vite. Donc, ça nous fait 60 kg. Les masses sont toujours mises en kilos en physique. G, je vais approximer à 10 newtons par kilogramme fois 1. On arrive du coup à environ 600. Et attention, le travail du poids, c'est quoi? C'est une énergie, donc c'est en joules. Si je respecte, il faudrait garder un seul chiffre significatif. On est à 6 10 puissance 2 joules. Donc au niveau de la correction un peu mieux écrite, vous pouvez faire pause pour reprendre si jamais c'est nécessaire. Voilà ce que ça nous donne. Et pour l'expression, on arrive, si on prend 9,81 à 589 joules exactement.
On continue avec un deuxième cas. Alors, complètement hypothétique, hein, c'est comme si on faisait une expérience de pensée parce que c'est évidemment pas ce qui va se passer, sinon ça ne serait pas comme on veut. Donc, le skieur va glisser de A à C, puis tombe verticalement jusqu'en B. Alors, ce serait évidemment problématique pour le skieur. Donc, on nous demande quel est le travail du poids sur le trajet AC. Alors, on va représenter le poids. Hop, il est là. Bah, qu'est-ce qu'on voit? Déplacement AC comme ça. Bah, on voit, si je repasse, hop, on voit évidemment que le poids est perpendiculaire au vecteur déplacement, orthogonal, hein, le poids est orthogonal au vecteur déplacement. Donc, évidemment, le travail du poids va être nul puisque alpha va être égal à 90 degrés. Donc, le travail du poids sur le trajet AC, 0 joule. Ensuite, exprimer de façon littérale le travail du poids sur le trajet CB. Donc, cette fois-ci, on va prendre une autre couleur. Hop. Donc, on va prendre le trajet CB. Alors, le poids, hein, je ne vais pas redessiner le skieur, mais le poids, il serait évidemment comme ça, toujours vertical vers le bas. Donc là, attention, c'est le travail sur CB de ce poids P. Donc, ce serait P scalaire CB. Et si je développe le produit scalaire, ça nous donne valeur de P fois valeur de CB fois cosinus de l'angle. Je vais toujours l'appeler alpha, hein, mais cosinus entre les deux, de l'angle entre les deux. Et là, on voit que P et le vecteur déplacement sont collinéaires. Donc, l'angle vaut 0 degré. Donc, ça veut dire que le cosinus vaut 1, cos de 0. Et donc, ça veut dire que ce travail, ce sera P fois CB. Donc, c'est-à-dire mg fois CB. Et c'est quoi CB? CB, vous voyez, c'est petit h. Donc, le travail du poids sur CB, ça sera mg h. Et le travail sur AC, ce sera 0 joule. La force ici ne travaillera pas. Donc, en déduire l'expression littérale du travail sur le trajet global AB. Alors, il est assez facile de penser que le travail de la force sur AB, ce sera le travail sur AC plus le travail sur CB. Donc, le travail du poids sur le trajet global, ce sera la somme du travail sur AC, du poids, plus le travail sur CB. Et donc, on va remplacer. Donc, ça donne quoi? Sur AC, c'est 0. Et sur CB, c'est mg h. Donc, ça veut dire que le travail du poids sur AB, c'est mg h. Alors, si je fais l'application numérique, évidemment, c'est la même formule que tout à l'heure. Donc, on retrouvera la même valeur que tout à l'heure, environ 600 joules. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous montre juste la correction. Hop, pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. Donc, avec les explications, vous pouvez faire pause et reprendre si nécessaire. Donc, pour les questions de la fin de conclusion, le travail dépend-il du chemin suivi entre A et B? On voit que, je reviens en arrière, si je passe directement de A à B avec une pente ici, on trouve comme travail du poids mgh. Et si je passe de A à B mais par un autre chemin, en passant par C, on trouve aussi mgh. Donc ça veut dire que le travail du poids ici, entre A et B, le même point A et le même point B, ne dépend pas du chemin suivi. Donc, le travail du poids aurait-il changé si le parcours entre A et B avait été en bosse? La réponse est non. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quel que soit le chemin suivi, le travail du poids ne change pas. Et donc, on dira quoi sur le poids? Si vous avez retenu le mot de vocabulaire qu'on a vu au début, quand le travail de la force ne dépend pas du chemin suivi, on dit que la force est conservative. Donc, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Donc ça, c'est très important. Et le travail aurait été le même si on passait par un autre chemin entre A et B. Et on dira que la force, donc que le poids, donc on dira que P est une force conservative. Voilà. On continue. Alors, toujours avec le travail du poids. Et cette fois-ci, on va essayer de faire un lien avec une forme d'énergie que vous avez vue l'année dernière qui s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, on va commencer avec une balle qui chute du point A, donc le point de départ, le point A, vers le point B.
Et on nous demande d'exprimer le travail du poids en fonction de H. Alors H, c'est évidemment la hauteur, hein. Ici, le dénivelé. Hop, ici c'est H. Alors, le travail du poids, hein, c'est toujours sur ici AB, point de départ, point d'arrivée. Le P scalaire AB. Et si je développe, ça fait P fois AB fois l'angle entre le vecteur poids et le vecteur AB. Le vecteur AB est comme ça. On voit que le vecteur déplacement et le vecteur poids sont collinéaires. Donc l'angle alpha égale 0. Donc cosinus de l'angle égale 1. Donc cosinus alpha étant égal à 1, on arrive à travail du poids égale P fois AB. Ce qui nous donne MG pour P. Et AB, on voit que la distance AB, c'est H. Donc on arrive encore à MGH. Ensuite, on nous demande d'exprimer ça en fonction de ZA et de ZB. Alors, qu'est-ce que c'est que ZA et ZB? On a dessiné un axe OZ dirigé vers le haut. Et ZA, c'est l'altitude du point A. Et ZB, l'altitude du point B. Donc, ici, ça nous donnerait quoi? H, c'est égal à quoi? H, c'est positif, évidemment, cette distance-là. Donc, c'est l'altitude la plus grande, ZA, moins l'altitude la moins grande, ZB. Donc, du coup, je réécris là-haut. Hein. Donc, ça nous donne que le travail du poids, finalement, c'est MG, dans ce cas-là, fois ZA, l'altitude du point de départ, moins ZB, l'altitude du point d'arrivée. Autre activité, on fait la même chose à un détail près, c'est-à-dire que cette fois-ci, on part toujours du point A, mais on va lancer vers le haut la balle. Donc la balle monte du point A vers le point B. Donc point de départ CA et point d'arrivée CB. Le vecteur poids, lui, il ne change pas évidemment. Par contre, le vecteur déplacement, il est maintenant dirigé verticalement vers le haut. Donc cette fois-ci, on vous demande d'exprimer le travail du poids. Alors on est toujours sur AB. On est toujours P scalaire AB, donc ça nous fait toujours, si je développe le produit scalaire, P fois AB, fois le cosinus de l'angle entre P et AB. Et l'angle ici, entre le vecteur poids et le vecteur déplacement, il est là. Et combien il vaut? Il vaut 180 degrés. Et combien ça fait le cosinus de 180 degrés? Ça fait moins 1. Donc on arrive cette fois-ci à moins P fois AB. Alors c'est un travail qui est résistant évidemment, hein, puisque quand on fait s'élever la balle, le poids il empêche évidemment le déplacement. Donc du coup le travail va être résistant. Et si je remplace P c'est MG, donc ça me fait moins MG. Et AB, alors cette distance-là, c'est toujours, je ne l'ai pas remis ici, hein, mais c'est toujours H. Donc on arrive à moins MGH. Maintenant, en fonction de ZA et de ZB, cette fois-ci, c'est H. H, c'est quoi? C'est cette distance-là, elle est positive. Donc, c'est l'altitude la plus grande, donc ZB, moins l'altitude la moins grande, ZA. Donc, cette fois-ci, H, c'est ZB moins ZA. Donc, du coup, le travail du poids sur AB, ce sera moins MG fois H. Et cette fois-ci, H, c'est ZB moins... j'ai changé de notation. Moins ZA. Donc on arrive à moins MG, ZB, moins ZA. Mais, je continue là. Si moins ZB, moins ZA, comment je peux l'écrire aussi? Donc je garde le MG. C'est quoi moins ZB, moins ZA? On inverse. Ça fait ZA moins ZB. Alors de quoi on se rend compte? On se rend compte que dans le cas de la descente, le travail du poids c'est MG, ZA moins ZB, sachant que le point de départ c'est A. Et pour la montée, c'est pareil, parce qu'on a aussi A, le point de départ. Donc, on retrouve dans tous les cas l'expression du travail du poids. Ce sera MG, ZA, moins ZB. Donc, tout ça écrit un petit peu mieux. On en est là. Donc, vous pouvez faire pause et regarder un petit peu en détail. Mais c'est exactement ce que je viens d'expliquer, mais écrit évidemment un petit peu mieux. On continue. On vous demande de rappeler l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur d'un système de masse M situé à l'altitude Z. Alors, si je refais vite fait un schéma, vous avez vu l'année dernière que l'énergie potentielle, elle est définie par rapport à l'altitude. Alors souvent, on dessine un axe OZ, mais ça pourrait être un axe OY, hein, d'accord? Bon, souvent, c'est avec OZ. Et on dit qu'un système qui se trouve à l'altitude Z aura comme énergie potentielle de pesanteur, on peut l'écrire EPP, vous l'avez peut-être écrit que EP l'année dernière, M
la masse du système, fois G, l'intensité de la pesanteur, fois Z, son altitude. Bon, ça, c'est évidemment à condition qu'on ait défini à Z égale 0 ici, une énergie potentielle qui vaut 0 joule, donc l'énergie potentielle de référence. Donc voilà ce que vous avez vu l'année dernière. EPP égale énergie potentielle de pesanteur égale mgz. Donc en gros, à une altitude nulle, il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur. Et quand on a une altitude Z, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz. On rappellera pourquoi on appelle ça énergie potentielle et ce qui se passe dans la suite du cours. Alors du coup, on vous demande d'en déduire l'expression du travail du poids entre deux points A et B en fonction de l'énergie potentielle de pesanteur de ces deux points. Alors, on vient de dire que le travail, donc on va prendre AB, du poids, c'était dans tous les cas mg, donc ça va être une autre expression qu'on va pouvoir utiliser pour le poids, fois Z du point de départ, donc A, moins Z du point d'arrivée, B. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous voyez quand même assez facilement? C'est que si je développe, ça fait mg fois ZA moins mg fois ZB. Ah, bah tiens, qu'est-ce qu'on reconnaît? Bah ici, on reconnaît énergie potentielle au point A, donc mgza, et ici, énergie potentielle au point B. Donc, ce serait l'énergie potentielle d'un système qui se trouverait évidemment au point B. Donc ce serait notre système, quand il est au point B, il a cette énergie potentielle-là, et quand il est au point A, il a cette énergie potentielle-là. Donc du coup, le travail du poids, ça pourrait être défini comme l'énergie potentielle du point de départ, au point de départ moins l'énergie potentielle au point d'arrivée. Et ça s'écrit variation de l'énergie potentielle de pesanteur sur le déplacement AB. Alors, sauf qu'il y a un petit problème, évidemment. Il manque un truc. Est-ce que vous l'avez vu? Variation sur AB, ce serait énergie potentielle finale moins énergie potentielle initiale. Donc, ce serait mgzb moins mgza. Et là, on est à mgza moins mgzb. Donc, c'est moins la variation d'énergie potentielle sur AB. Alors, conclusion de tout ça. Le travail du poids, on va pouvoir l'exprimer de deux manières. Soit, c'est une force constante, donc soit avec l'expression et le produit scalaire qu'on a vu auparavant, donc P scalaire le déplacement, et ensuite on développe. Soit, et ça vous pourrez l'utiliser uniquement par contre pour le poids, attention, le travail du poids, ce sera M, la masse du système, fois G, l'intensité de la pesanteur, multiplié par la différence entre l'altitude du point de départ, toujours le point de départ, moins le point d'arrivée. Et ce travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc, le poids est une force conservative. Au niveau des unités, le poids est une force en newton, les déplacements sont en mètres, le travail est une énergie en joules, les altitudes sont des distances en mètres. G, alors on connaît deux unités, newton par kilogramme ou mètres par seconde au carré, et la masse en physique toujours exprimée en kilogrammes. Et alors ce qu'on va rajouter ici, et que vous pourrez garder comme acquis, c'est que toutes les forces conservatives vont pouvoir être associées à une forme d'énergie potentielle. Donc vu que le poids est une force conservative, on lui associe une énergie potentielle qui s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Ça veut dire qu'à cause de cette force, il y a une énergie potentielle conférée au système, et on l'appelle, puisque c'est le poids, l'énergie potentielle de pesanteur ici. Alors, hop, au niveau de la correction un petit peu mieux, voilà, si vous n'arriviez pas à lire mon écriture magnifique avec ma souris, voilà ce que ça nous donne. Alors, petite application directe, donc là vous allez pouvoir mettre pause pour essayer tout seul. Donc on vous parle d'un avion de masse petit m qui effectue différentes figures dans le plan vertical. Alors attention, le sens du déplacement est donné par la petite flèche ici. Et on vous demande d'attribuer à chaque figure l'expression du travail du poids de l'avion qui lui correspond parmi les propositions suivantes. Donc mgzb moins za, donc c'est deux, voilà, sur AB. Sur BA, mgzb moins za, sur AB, mgza moins zb. Ensuite de calculer dans chaque cas sa valeur et de comparer les valeurs et de justifier les éventuelles égalités. On vous donne ici les valeurs de certaines grandeurs. Donc vous pouvez mettre pause et essayer tout seul. Alors, du coup, on regarde. Ici, on va de B vers A. Donc ça veut dire que le point de départ c'est B et le point d'arrivée c'est A. Donc normalement, le travail
du poids, ce sera sur BA et ce sera mg ZB moins ZA. Donc ici, on est dans ce cas-là. Ensuite, ici, on va de A vers B. Donc déjà, ce sera travail sur AB, donc un des deux qui reste. Le point de départ, c'est A. Le point d'arrivée, c'est B. Donc ce sera ZA moins ZB. Donc mg ZA moins ZB. Ici. Ici, on va également de A vers B. Alors, on a dit que le poids était une force conservative. Donc, on a le même point A qu'avant, à la même altitude, le même point B. Et ça ne dépend que de l'altitude, le travail du poids. Donc, du coup, on va avoir évidemment la même expression que pour le cas précédent, puisque le point de départ, c'est A, le point d'arrivée, c'est B. Alors, pour les valeurs, je vais vous montrer la correction, mais il suffit de remplacer M par 600, on est en kilos, c'est bon. G par 9,81. ZA et ZB par leur valeur. Alors, il faut juste faire attention. Ici, on va de A vers B. De B vers A. Donc, on descend. Donc là, le poids va aider au déplacement. Donc, le travail va être moteur. Et on a ZB moins ZA. Et ZB moins ZA, c'est 800 mètres. Donc, on remplace par 800. Ici, on part de A pour aller vers B, on monte dans les deux cas qui sont là. Donc, le travail du poids va être résistant puisque le poids va s'opposer ici, va empêcher le déplacement. Enfin, en tout cas, empêcher qu'il se fasse correctement. Donc, du coup, on va avoir ZA moins ZB dans l'expression et nous, on nous donne ZB moins ZA. Donc, il suffit de mettre moins 800 dans le calcul numérique. Donc, ça nous donne, au final, voilà ce que vous avez donc, au niveau des calculs. Et au niveau du travail du poids, on est à moins 4,71 fois 10 puissance 6 joules pour ces deux cas-là. Et 4,71 10 puissance 6 joules pour ce cas-là. Voilà, donc on a la même chose évidemment ici et là, puisqu'on part du même point A vers le même point B à la même altitude en tout cas. Donc ça ne dépend pas du chemin suivi, mais juste de la différence d'altitude. Et là, on a le travail inverse, opposé plutôt, puisqu'on va dans l'autre sens. Passons maintenant au travail d'une force électrique. Alors, travail d'une force électrique, on a rappelé la force électrique liée au champ électrique. Alors, un petit rappel qu'on n'a pas forcément vu en détail, rappel aussi de première, c'est un champ électrique dans un condensateur plan. Alors, un condensateur plan, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez une plaque positive, une plaque négative, et entre les deux plaques, vous avez un champ uniforme qui se crée. Et ce champ uniforme dépend de la tension que vous infligez entre les deux plaques, donc UAB, et la distance entre les deux plaques. Donc, on vous le redonnera en général, là il n'y a pas d'écrit de bac, mais bon, on vous l'aurait redonné, donc UAB sur D pour le champ E. Donc la tension en volts et la distance en mètres. Alors, on vous demande, sans souci d'échelle, tracer sur le schéma la force électrique F qui s'exerce sur l'objet M de charge Q positive placé entre les plaques A et B. Alors, comment on fait ça ? Alors, je vais répondre à la question d'après tout de suite. En fait, vous vous souvenez qu'une force électrique, c'est égal, donc le vecteur, à Q fois le champ électrique. Donc, F égale QE. Ici, Q est positive, c'est ce qu'on nous dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que F et E ont même direction et même sens. Et ça veut dire qu'au niveau de la valeur, F sera égal à Q fois E. Donc du coup, puisque E va de la plaque positive vers la plaque négative, horizontalement, ça veut dire que la force F électrique, si on a une charge positive ici, elle aura même direction et même sens que le champ E. Donc voilà la force F. On vous demande d'en déduire l'expression de la valeur de la force électrique en fonction de UAB, de AB et de Q. Alors je viens d'écrire que F, c'était Q fois E. Alors Q, c'est bon, je l'ai. Maintenant, il me faut UAB et AB. Et on vous redonne pour un condensateur plan que E, c'est UAB sur D, la distance entre les deux plaques. Et ici, c'est quoi la distance entre les deux plaques? C'est AB. Donc, du coup, la valeur de la force électrique, ce sera la charge de Q, ici positive, fois UAB sur AB. On vous demande d'en déduire du coup l'expression du travail de cette force au cours du déplacement de l'objet vers A, de A vers B en fonction de Q et UAB. Alors, la force électrique est une force constante ici puisque E est un vecteur, un champ uniforme, donc constant.
la charge Q ne change pas. Donc le travail sur le déplacement AB de cette force électrique, ce sera F scalaire AB. Et alors, oulala, c'est de pire en pire au cours de la vidéo pour l'écriture. Donc ça nous donne F fois AB fois le cosinus de l'angle entre F et AB. AB, le vecteur déplacement, il est comme ça. F comme ça. Les deux vecteurs sont collinéaires. Donc l'angle alpha vaut 0. Donc le cosinus vaut 1. Donc on arrive à F, valeur de F fois AB. Et c'est quoi la valeur de F? Ben, on l'a là. Donc ça nous donne Q fois UAB sur AB. Donc ça, c'est la valeur de F. Fois, j'oublie pas, AB. Bon, bah, qu'est-ce que vous remarquez, hein? Le AB, tchouk, ça s'en va. Et donc, on arrive au travail sur AB de cette force qui vaut Q fois UAB. Et on a bien le travail en fonction de Q et de UAB. Cette expression dépend-elle du chemin suivi par l'objet entre A et B? Ben non, ça dépend de la tension entre les deux plaques, de la charge au niveau du point M, donc de la charge de test qu'on met au niveau du point M qui est entre les deux plaques du condensateur, mais ça ne dépend pas du chemin suivi entre A et B. Conclure quant à la nature conservative de la force électrique, l'expression du poids ne dépend pas du chemin suivi, donc par définition, la force électrique sera une force conservative. Si bien sûr, attention, dans le cas ici d'un champ uniforme. Évidemment, si le champ n'est pas uniforme, la valeur de la force n'est pas constante et donc du coup, évidemment, ça pose problème. Donc, la valeur de la force sera, sera conservative. Peut-on du coup définir une énergie potentielle électrique? On l'a dit juste avant, à partir du moment où vous avez une force qui est conservative, on pourra lui associer une énergie potentielle. Et ici, du coup, ce sera l'énergie potentielle qu'on appelle électrique. Alors, on ne rentre pas dans le sujet, il y en a qui verront ça plus tard, mais comme c'est une force conservative pour un champ uniforme, on pourra définir dans ce cas-là une énergie potentielle électrique. Au niveau de la correction, un peu mieux, voilà, si vous voulez faire pause et regarder, vous avez tout ça écrit un petit peu mieux. Au niveau de la conclusion, du coup, à savoir sur les forces électriques. Donc, si on a un système chargé, donc qui porte une charge Q, dans une zone où règne un champ électrique constant, donc ça sera le cas du condensateur plan, évidemment, et que cette charge va d'un point A vers un point B, donc là c'est le cas général ici, le travail de la force électrique qui s'exerce sur la charge de Q, ce sera F scalaire AB. F, c'est Q fois le champ électrique par définition, donc fois scalaire AB, et il nous reste Q fois la valeur de E, donc E tout court, fois AB, fois le cosinus de l'angle alpha, ici qui est écrit ici, l'angle entre la force électrique et le déplacement AB. Donc au final, on arrive à Q fois UAB, puisque E, c'est UAB sur la distance entre les deux, donc AB, et donc ça s'en va, il nous reste Q fois UAB. Les forces sont en newton, les distances en mètres, le travail est une énergie en joules, la charge Q, c'est une charge électrique en coulomb, et la tension en volts. Donc, à savoir aussi, la force électrique dans le cas d'un champ uniforme est une force conservative, donc son travail ne dépend pas du chemin suivi. D'accord, pour le cas d'un champ uniforme. Et donc, comme c'est une force conservative, on pourra définir une énergie potentielle électrique associée à cette force électrique. Alors, petit exercice d'application. Donc là, vous allez pouvoir mettre pause une fois qu'on aura regardé l'énoncé. Donc, on prend deux armatures, donc PA et PB. Donc, ça va ressembler beaucoup à ce que vous avez vu juste avant. Parallèles entre elles et distance d'une distance petit d sont reliées aux bornes d'un générateur de tension continue. Entre ces deux armatures règne un champ électrique E uniforme. Alors on nous dit, juste là je vais un petit peu plus vite, on nous dit que UAB égale 400 volts. Donc ça veut dire que la plaque PA elle est positive et la plaque PB elle est négative. Parce qu'en fait UAB, quand vous avez A d'abord, B après, la tension UAB c'est pas un vecteur mais elle se définit comme ça. UAB, et ça veut dire que la première, si cette tension est positive, ce qui est le cas, 400 volts, ça veut dire que la première lettre, ça correspond à la borne plus, et la deuxième à la borne moins. Donc là, ça veut juste dire ça.
Et donc, on a un champ E uniforme. Et alors, ce champ E, le champ E, quand vous avez une tension UAB positive comme ça, bah, le champ E, il va toujours de la borne positive vers la borne négative. Donc, on aura un champ E comme ça. Allez, à vous, on vous demande de donner l'expression du travail de la force électrique, d'accord, de l'exprimer en fonction du champ E, du vecteur déplacement AB et d'une charge Q sur laquelle cette force s'exercerait. Ensuite, on vous demande de montrer que le travail de la force, c'est Q fois UAB, et ensuite de calculer sa valeur dans le cas d'un noyau d'hélium, He2+, et dans les données, on vous donne la valeur de la charge élémentaire. Donc faites pause et essayez tout seul. Alors, ça nous donne quoi? Donc l'expression du travail de la force électrostatique, donc sur un déplacement AB entre un point A de l'armature PA, donc je vais prendre par exemple un point A ici, et un point B de l'armature PB. Donc ça veut dire que là on a un vecteur déplacement AB qui est comme ça. Donc on veut l'expression du travail de la force électrique, donc sur AB, de la force électrique. Alors, on va considérer que c'est un champ uniforme, donc la force, elle est constante. Donc, ce sera égal à F scalaire vecteur déplacement AB. D'accord? F, c'est quoi? Bah, c'est Q fois le champ E. Donc, vecteur E fois AB. Donc, on développe, ça nous fait Q. Alors ici, on s'en fiche du signe de Q, en fait. Hein, d'accord? Fois la valeur de E, fois la valeur de la distance AB, fois cosinus de l'angle entre E et AB. Puisqu'ici, le Q, on s'en fiche, c'est le produit scalaire entre E et AB. Donc, E est là. AB, bah, je l'ai dessiné. Donc, ça veut dire que l'angle entre les deux sera ici. Alors, si je redessine, je vais mieux redessiner le E. Hein, il va être comme ça. Voilà. Oh là là, que c'est moche. Et là, on a alpha. Et donc on aura cos alpha entre les deux. Du coup, alors, pour trouver le lien entre D et le AB cos alpha ici, donc si vous regardez, on a ici la distance D. Ici, on a alpha, d'accord? Et là, on a AB. Donc on pourrait, alors ça va être très très moche là parce que il y a plein de couleurs et surtout c'est tout pourri. Mais si on regarde ici, hop, on a un triangle rectangle. Et alors si vous regardez dans ce triangle rectangle, ici vous avez alpha, ici vous avez la distance D et ici vous avez la distance AB. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous avez cosinus alpha. Côté adjacent, donc alpha est là, tac. Côté adjacent, ça fait cette distance-là, c'est-à-dire petit d, sur l'hypoténuse AB. Donc, ça entraîne que petit d égale AB fois cos alpha. AB fois cos alpha. Donc, au final, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que le travail sur AB de la force électrique, c'est égal. Alors, QE, AB cos alpha, c'est petit d. Voilà. Et qu'est-ce qu'on sait sur E? Ben, on sait que E, c'est UAB sur la distance petit d. Donc la tension entre la distance entre les deux plaques. Donc ça veut dire que E fois petit d, c'est UAB. Donc du coup, le travail de la force électrique, c'est Q fois UAB. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. On vous demande de calculer la valeur dans le cas d'un noyau d'hélium. Alors pourquoi le noyau d'hélium s'écrit He2+? Parce qu'en fait c'est un atome d'hélium qui a perdu 2 électrons. Et donc le noyau d'hélium, c'est les protons et les neutrons sans les électrons. Donc il y avait 2 électrons, on les a enlevés et ça nous donne He2+. Donc ça veut dire quoi de plus? Ça veut dire que le noyau il contient 2 protons. Donc ça veut dire que la charge du noyau d'hélium c'est 2 E. Donc il suffit de faire l'application numérique en remplaçant Q par 2 E et UAB par 400 volts. Alors on trouve, donc voilà
la correction. Donc on trouve en faisant 2E fois UAB 1,28 10 puissance moins 16 joules pour l'unité. Alors on continue. Donc ça, on a vu travail du poids, travail d'une force électrique et on finit avec le travail d'une force de frottement. Alors, pareil que pour le poids, on va regarder avec deux petites activités, deux expériences de pensée. On va regarder un skieur qui va de A vers B avec deux chemins possibles. Alors un skieur où là il y aurait des frottements évidemment, et alors s'il y a des frottements, c'est toujours le cas, il s'oppose au déplacement. Donc si on va de A vers B, bah, s'il y a des frottements, ils vont évidemment s'opposer au déplacement AB et ils vont avoir une direction qui est la même que le déplacement mais un sens opposé. Donc les forces de frottement, les notent en général petit f et elles ont la même direction que le vecteur vitesse, mais un sens opposé. Ça, vous pouvez le retenir, c'est toujours le cas. Bon, en général, vous n'avez pas trop de mal pour dessiner les forces de frottement qui s'opposent au déplacement. Mais du coup, alors je vais prendre mon exemple ici. Le déplacement, c'est AB. La force de frottement par rapport au skieur, elle va être comme ça. Toujours. Pareil ici. Là, j'ai le déplacement AC ici. Bah, la force de frottement, hop, quand le système se déplace de A vers C, la force de frottement, elle est horizontale vers la gauche ici. Donc, quel est l'angle toujours entre F et le déplacement? Bah, c'est toujours 180 degrés ou pi radian. Alors donc, dans l'activité que je vous propose, si la force de frottement a une intensité de 5 newtons, donc force constante, on va considérer, alors c'est là, il y a une approximation, on va considérer que la force de frottement est constante. Pourquoi c'est une approximation? Parce qu'elle, souvent, elle dépend de la vitesse. Donc, il faudrait que notre skieur ait une vitesse constante, ce qui là ne semble pas tout à fait être logique. Mais, si la force de frottement était constante, on vous demande de calculer le travail de cette force sur le déplacement AB dans les deux cas suivants. Et on vous donne les valeurs qu'il faut. Alors, on y va. Sur le travail, donc dans le premier cas, on a donc le travail sur AB de la force de frottement, qui est considérée comme une force constante. Ce sera quoi? Ce sera F scalaire AB. Et F scalaire AB, c'est valeur de F fois valeur de AB fois cosinus de l'angle entre vecteur F et vecteur AB, qui ici vaut l'angle alpha 180 degrés. Or, 180 degrés, son cosinus, ça vaut moins 1. Donc, on trouve comme travail moins F fois AB. Alors, si je fais l'application numérique, ça ferait moins 5 newtons fois, oh là là, fois 2 mètres. Donc, ce serait moins 10 joules. Alors, au passage, est-ce que c'est normal le moins? Ah bah oui, parce que la force de frottement, elle s'oppose au déplacement AB. Donc, de trouver un travail résistant, c'est tout à fait logique. Dans le deuxième cas, on va de A à C, puis de C à B. On va considérer que sur CB, le skieur est encore sur la piste. Parce que s'il n'était pas sur la piste, bah évidemment, il n'y aurait pas de force de frottement s'il tombe direct. Donc, c'est pour ça que c'est une expérience de pensée complètement peu crédible. Mais c'est pour étayer notre propos. Donc, le travail sur AB de la force de frottement, ce serait, comme on l'a fait pour le poids, le travail sur AC plus le travail sur CB. Donc, ce serait la force de frottement, son travail sur AC plus sur CB. Alors, on développe. Sur AC, c'est quoi? Bah, c'est F scalaire AC. Donc, ce sera, on développe, petit f fois AC fois le cosinus de l'angle entre F et AC. Bon, bah, encore une fois, c'est toujours le cas, 180. D'où, cosinus de 180, c'est moins 1, donc moins FAC. Plus, sur CB, alors on va considérer le bonhomme, le skieur, et la force de frottement qui est comme ça, et CB qui est comme ça. Donc là encore, un angle de 180 degrés. Donc ça nous fait F scalaire CB cette fois-ci. Si on développe, ça fait valeur de F fois CB fois cosinus de l'angle qui vaut 180. Donc c'est cos 180 moins 1, donc moins F de CB. Donc ça veut dire que le travail sur AB avec ce chemin-là pour la force de frottement, ça serait moins F, je peux mettre en facteur, fois AC plus CB. Donc encore une fois, travail résistant, c'est rassurant. Moins F, c'est 5 newtons. Et AC, on nous dit 1,73. Et CB, 1 mètre. Donc on arrive à moins 5 fois 2,73 et non 2.
Donc du coup, on trouve quelque chose qui est différent de moins 10 joules. Donc travail résistant, mais on ne trouve pas la même chose. Du coup, ça veut dire que le travail de la force de frottement entre A et B dépend du chemin suivi. Si je vais direct de A à B comme ça ou en passant par C, on ne trouve pas le même travail. Donc ça veut dire que la force de frottement n'est pas conservative puisque son travail dépend du chemin suivi. Est-ce qu'on peut définir une énergie potentielle de frottement? La réponse est non, puisque ça n'est pas une force conservative. Bon, en plus, la force de frottement n'étant pas une force constante, de toute façon, elle ne peut pas être conservative ici. Voilà, voilà. Au niveau de la correction, un peu mieux écrit, on est là. Voilà. Voilà. Alors, dernière conclusion par rapport aux forces de frottement, ce que vous avez à savoir. Donc, la force de frottement s'exerce toujours de manière tangente à la trajectoire et dans un sens opposé au mouvement. D'accord, toujours, toujours. Lorsque la vitesse est constante, on pourra supposer que la valeur de la force de frottement est constante. Donc, le travail de la force de frottement, ce sera toujours moins F fois AB, puisque l'angle sera toujours égal entre le déplacement et la force de frottement, toujours égal à 180 degrés, quoi qu'il arrive. F en newton, AB en mètres, le travail toujours en joules. Donc le travail de la force de frottement sera toujours résistant car il sera toujours négatif. Et donc ça dépend également beaucoup de la distance que vous avez à parcourir. Donc plus la distance sera grande, plus le travail sera résistant. Et dernière chose, la force de frottement n'est pas une force conservative, donc il n'y aura pas d'énergie potentielle de frottement. D'ailleurs, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Voilà, voilà. Donc voilà pour le travail. En ce qui concerne, vous avez à retenir comment on exprime le travail d'une force constante sur un déplacement, AB, BC, CD, enfin le déplacement qu'on vous donne. Connaître l'expression du travail particulier du poids. Savoir que le poids est une force conservative, donc son travail ne dépend pas du chemin suivi. Savoir également donner l'expression du travail d'une force électrique et savoir qu'une force électrique dans le cas d'un champ uniforme dans un condensateur plan est conservative également. Et être capable d'exprimer le travail d'une force de frottement sur un déplacement et savoir que la force de frottement n'est pas une force conservative. Pour finir cette petite vidéo, juste un petit point sur les énergies avant qu'on fasse le TP, puisque d'abord on va faire le TP, mais juste pour que vous puissiez faire le TP en toute sérénité et qu'il y a un exercice que je vais vous donner, il faut juste rappeler les petites choses. Un petit rappel sur les 3 plus 1 type d'énergie que vous avez à connaître. Donc, d'abord, l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie de mouvement. C'est l'énergie qui dépend de la vitesse pour un système. Donc, en gros, un système qui a une vitesse possède une énergie cinétique. Son expression, c'est EC égale 1/2 de m, la masse du système, fois la vitesse du système au carré. C'est une énergie, donc elle s'exprime en joules. Ensuite, l'énergie potentielle de pesanteur dont on a parlé, qui est liée à la position et à l'altitude de votre système dans un champ de pesanteur petit g vertical vers le bas. Elle s'exprime en fonction de l'altitude, c'est mgz. Alors cette année, on va écrire EPP, donc énergie potentielle de pesanteur, puisqu'on a vu qu'il existait d'autres énergies potentielles que celle de pesanteur. Il faut toujours définir une référence où l'énergie potentielle de pesanteur sera nulle. Elle vous sera donnée ou ce sera à vous de la mettre en place, cette référence. Et donc, par exemple, ici, le système est à une hauteur h, altitude petit h, donc son énergie potentielle de pesanteur sera égale à mgh. Pourquoi on parle d'énergie potentielle ? Parce que cet objet qui est ce système qui est à l'altitude h, à ce moment-là, quand il est à l'altitude h, on n'a aucune idée de l'énergie qu'il possède. C'est quand on va le lâcher, il va acquérir une vitesse et tomber vers le bas. Donc, on va savoir, ça va se voir, il va avoir une vitesse et donc une énergie cinétique. Et s'il acquiert une énergie cinétique qu'il n'avait pas quand il était immobile, eh ben, cette énergie, elle ne vient pas de nulle part. Ça veut dire qu'au départ, il avait de l'énergie qui était stockée, qu'on ne pouvait pas voir, qui était stockée sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Et quand vous lâchez la balle, cette énergie potentielle de pesanteur se transforme en énergie cinétique que là, on voit puisqu'il y a une vitesse. Et pourquoi ça se voit ? Parce que quand ça va tomber au sol, si jamais vous mettez de la pâte à modeler au sol, vous allez voir l'impact
de la balle. Ça veut bien dire s'il y a un impact, ça va transformer la pâte à modeler. Ça veut bien dire qu'il y a de l'énergie qui a été transmise à la pâte à modeler. Cette énergie était sous forme d'énergie cinétique et au niveau du système au départ, sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Donc potentielle parce que c'est potentiel, c'est-à-dire que ça va se transformer en une sorte d'énergie, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Autre type d'énergie nouvelle pour vous, c'est l'énergie potentielle élastique. Alors ça, c'est le cas d'un ressort. Un ressort, quand vous le comprimez, par exemple ici, il est comprimé, à ce moment-là, on ne voit pas son énergie. Mais quand vous allez le lâcher, évidemment, ça va étirer le ressort et le système va acquérir une vitesse. Donc, encore une fois, une énergie cinétique. Donc, on avait bien une énergie potentielle, cette fois-ci élastique, puisque ce n'est pas dû au poids, mais dû à la force du ressort, à la force exercée sur le ressort. Et donc, vous allez avoir une énergie dite potentielle élastique. Son expression, c'est 1/2 fois K, qui est ce qu'on appelle la constante de raideur du ressort, fois X carré. Alors, X, c'est quoi? C'est l'abscisse au niveau du déplacement du ressort s'il est horizontal ici. Pareil, comme pour l'énergie potentielle de pesanteur, il faudra définir une abscisse pour laquelle l'énergie potentielle élastique sera nulle. Alors là, par contre, il n'y a pas 40 000 possibilités. C'est le moment où le ressort est au repos. Donc ça veut dire quand il n'est ni étiré ni comprimé, on considère que l'énergie potentielle élastique est nulle. Quand on va comprimer le ressort, il va avoir une énergie potentielle élastique. Pareil quand on va l'étirer, puisqu'il va avoir tendance à vouloir revenir à sa position d'équilibre. La constante de raideur s'exprime en newton par mètre. Dernière forme d'énergie que vous connaissez, mais là on va rajouter des choses, c'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Alors l'énergie mécanique, c'est la totale, c'est-à-dire la somme de toutes les énergies du système, énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur et énergie potentielle élastique, si il y en a. Donc il y aura parfois, souvent, pas d'énergie potentielle élastique, et des fois il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur, mais l'énergie potentielle élastique, etc., etc. Voilà, vous êtes parés pour le TP sur les énergies de vendredi. Bon courage à tous!